16 sont extrêmement heureux, fiers d'avoir réussi à séduire Bénédicte et Liane, parce qu'on a droit à deux invités, enfin deux conférenciers réciers, je ne sais pas comment on dit, mais donc c'est un binôme qui participe ce soir à nos côtés. Bon, je tiens à remercier nos soutiens financiers depuis maintenant 3 ans. C'est le conseil départemental qui nous aide financièrement d'une façon... Non, nous on a des sous de personne, que les adhérents et les adhérents. D'accord, mais en tant que président du collectif, je me sens obligé quand même de signaler, c'est un effort pas négligeable qui nous permet d'organiser de nombreux événements dans l'année. J'étais pas présent il y a 15 jours ou 3 semaines, mais dans ce même lieu, il y a eu un forum sur les pesticides avec aussi du monde et apparemment qui a été fort apprécié. Alors, je vais mettre un peu en perspective et pourquoi j'ai sollicité Bénédicte Bonzi. D'abord, je vais être franc avec vous, d'abord parce que je la connais depuis très longtemps. J'ai eu la chance de la côtoyer. Elle a un parcours militant et engagé exemplaire, et on a eu des combats communs. Enfin, je pense qu'on les a toujours d'ailleurs. Donc ça a été peut-être un peu plus facile que pour d'autres conférenciers ou conférencières pour les persuader de venir se perdre au fin fond de la Charente. Si vous avez une mémoire à peu près correcte, il y a deux éléments en introduction qui me paraissent importants de préciser. Donc en fin d'été dernier, au mois de septembre, on se rappelle du coup de gueule du responsable des Restos du Cœur, qui disait en gros, ben voilà, on a de plus en plus de sollicitations de gens qui viennent pour chercher de l'aide alimentaire à nos côtés. Et puis ben, on a de moins en moins de moyens, on a même des inquiétudes sur l'approvisionnement en denrées. Bon, effectivement, dans un pays encore assez riche, même potentiellement très riche, avec une agriculture extrêmement performante, puisque il paraît que quand on regarde les autocollants derrière les bennes agricoles, au moment des moissons et du ramassage du maïs, on voit qu'ils nous nourrissent, mais ils nourrissent le monde, puisqu'ils communiquent comme ça. Donc on est dans un grand pays agricole, ce qui n'a pas empêché que donc à partir du fin novembre, début décembre, on a eu cette crise agricole. Alors la crise, je ne sais pas s'il n'y en a pas eu plusieurs d'ailleurs, et puis au départ on parlait du revenu des agriculteurs, petit à petit on n'a plus parlé de ça du tout. En final, c'est des questions de pesticides et de priorité sur l'usage de l'eau qui sont apparues dans le débat. Mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, il y a entre 25 et 30% des agriculteurs et des paysans qui vivent avec moins du SMIC. Il y en a un qui se suicide tous les jours en moyenne en France depuis plusieurs années. Donc on se retrouve avec un espèce de parcours assez farfelu ou très inquiétant, avec une production agricole plutôt importante, voire efficace, de la misère chez les paysans, et à l'autre bout, plus en plus de gens en situation de pauvreté ou de précarité, et qui vont auprès des Restos du Cœur ou d'autres organismes chercher de l'aide alimentaire. Donc il paraissait important d'éclairer un petit peu ça quand même. Et il s'avère que Bénédicte a eu la bonne idée de faire paraître cet été son travail universitaire sous forme de l'ouvrage « La France qui a faim ». Et il était, je pense, opportun de la solliciter pour qu'elle nous explique un petit peu son travail, la lecture de la situation, et elle va faire une présentation plutôt courte. Et ce qu'on souhaiterait, c'est plutôt un ping-pong après, qu'il y ait des questions qui interpellent ou qui permettent qu'il y ait un débat et des précisions qui apparaissent. Voilà. Bon, alors je laisse la parole à la star et à la future star qui est là
dans ses bras. Alors bonsoir à toutes et tous, merci beaucoup Patrick et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être en Charente et très contente de pouvoir partager avec vous voilà, mon travail et mes observations, parce que pour moi la recherche c'est juste un moyen comme un autre d'intervenir dans la société, et si elle n'est pas au service des citoyens, des personnes qui se posent des questions, finalement on est un peu tout seul et ça ne sert pas à grand chose. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait partager. J'ai fait quelques choix pour vous ce soir. Le choix de commencer par vous faire une petite lecture d'un morceau du livre, et puis de décortiquer un petit peu le système de l'aide alimentaire pour en arriver enfin à parler avec vous du projet de sécurité sociale de l'alimentation, pour surtout situer ce débat, cet échange, dans une façon de se réapproprier notre histoire, notre récit. Au Resto du Cœur, j'ai rencontré, puisque c'est là-bas que j'ai fait mon terrain de recherche, j'ai rencontré des résistants, et je ne m'attendais pas forcément à rencontrer des résistants. Et comme l'a dit Patrick, moi, de mon côté, j'étais engagée dans la désobéissance civile, avec cette idée de résister aussi. Et finalement, ce que je conçois aujourd'hui, c'est qu'il y a une importance de rapprocher des résistances, de ne pas avoir l'impression que les personnes qui sont dans le cadre de l'aide alimentaire seraient en cogestion de la pauvreté et ne feraient pas ce qu'il faut. Au contraire, moi j'ai vu des gens brillants faire de leur mieux. J'identifie juste que la mission est impossible, donc on ne peut pas répondre à une mission impossible, et c'est important de comprendre pourquoi, pour arrêter de culpabiliser, et de pouvoir faire des liens aussi avec les souffrances du monde agricole. En réalité, c'est le système alimentaire qui est malade, qui est fou. Moi, je vais même au-delà de ça, puisque je me rends compte qu'il est violent. Et j'utilise pas ce terme au hasard, je le mets en perspective par rapport aux droits fondamentaux des personnes. On devrait tout faire pour mettre en œuvre le droit à l'alimentation. Le choix de la France, comme ce n'est pas un droit opposable, mais il faudrait qu'on le mette dans la Constitution, c'est en débat, c'est de finalement un peu s'asseoir dessus, pas se donner les moyens de le faire, être considéré comme un élève moyen, mais par contre être très rigoureux pour contracter de nouveaux accords de libre-échange, pour répondre aux injonctions de l'Organisation mondiale du commerce, etc. etc. Donc c'est important aussi de se situer dans ces tensions pour mesurer à quel point le capitalisme et tous ses outils vient gouverner. Et je vais le décrire avec quelques exemples, et de comprendre aussi que nos corps, quand on s'engage, quand on résiste, peuvent être détournés par l'esprit du capitalisme qui vient finalement nous utiliser à d'autres fins que celles qu'on est venu accomplir. En gros, les structures de l'aide alimentaire, on est bien d'accord, sont là pour lutter contre la pauvreté. Pourquoi on est dans cette confusion de penser qu'ils doivent absolument nourrir les gens? Ils doivent les sortir de la pauvreté. La nourriture n'est qu'un moyen. Et en fait, on oblige, on crée voilà, toute une tension pour qu'on ne puisse plus relever la tête du guidon et plus faire finalement ce qu'on est venu faire. Donc je démarre avec l'histoire de Polo. Mardi 17 janvier 2017, 20h30. Le camion de la maraude des Restos du Cœur effectue son premier gros arrêt. Des enfants jouent pendant que leur mère discute en polonais. À quelques mètres, des hommes de toute origine boivent et fument. Au milieu de cette place, une femme, vêtue comme une petite fille, attend toute droite, l'air inquiet, tandis qu'un ancien magistrat, brisé par la perte brutale de son fils, circule avec un caddie de supermarché chargé de pain qu'il vient de récupérer à la boulangerie pour lui et les autres. Plus loin, deux frères chômeurs de l'industrie automobile sont là, le regard effacé. Aux côtés de toutes ces personnes que nous reconnaissons, nous, les bénévoles habillés de nos gilets jaunes. Pour ne pas perturber trop longtemps l'espace public et pour que les personnes n'attendent pas plus longtemps dans le froid, nous allons vite. Face à nous s'organise une file d'attente, une file installée dans des dispositifs d'urgence qui durent. Sur cet arrêt, la moitié des personnes sont logées en hôtel social et n'ont les moyens ni de s'acheter à manger ni de cuisiner. Après un repas vite englouti, c'est l'attroupement à la porte du camion. Ces personnes demandent du lait, des céréales, du papier toilette, des chaufferettes. Il faut jongler,
privilégier les familles avec enfants pour le lait et les céréales, cacher du papier toilette pour en avoir encore aux autres arrêts. Il est plus de 21h quand nous repartons. Dans une maraude, dès le premier arrêt, le tempo est lancé. Il faut bricoler, s'adapter pour essayer de satisfaire le mieux possible ou le moins mal. Une fois remontés dans le camion, nous nous préparons pour le prochain arrêt. J'ignore alors que je vais vivre un moment marquant. Je ne sais pas que dans quelques minutes, mon estomac va se nouer d'angoisse et rester ainsi plusieurs jours durant. Je sais simplement que je vais à la rencontre de Polo. Comme indiqué sur notre fiche de route, je lui téléphone pour lui annoncer notre passage imminent. Il ne répond pas. J'appelle plusieurs fois, je laisse un message. Alors que nous arrivons à proximité du lieu habituel, un abribus, je sors du camion et le cherche. Personne. Alors que je renonce, mon téléphone sonne. Il est bien là, sur cette place, mais je ne l'ai pas vu car il se cache. Il pense être la cible de harcèlement téléphonique. Il me raconte son angoisse, ses stratégies pour y faire face, sa solitude aussi. Gueule cassée, visage crispé, vêtements grisâtres et cabas pleins de sacs plastiques. Épuisé et apeuré, Polo explique avec force argument les rejets qu'il subit d'une institution à l'autre. Il a froid et mal à un bras qu'il tient en écharpe. Il sort de l'hôpital. Je touche sa main enflée. Elle est très chaude, ce qui m'inquiète, mais pas lui. J'essaie de savoir ce qui s'est passé. Il me répond avec détachement, voire une certaine fierté. Une fracture, une broche, ça faisait trop mal, j'ai retiré la broche moi-même. Faut-il le croire? J'imagine cette opération, l'alcool aidant, la solitude de la rue, la douleur terrible. Je frémis. La distance avec laquelle il nous parle de cette inquiétante blessure physique contraste avec la douleur avec laquelle il nous a dépeint son isolement, cette impossibilité d'être quelque part. Nous lui demandons s'il a faim. Il dit oui, mais il dit surtout qu'il a besoin de dormir au chaud. Il n'en peut plus. Il insiste. Je téléphone au 115, mais il n'y a pas de place. C'est à mon tour d'insister. Ce monsieur sort de l'hôpital, nous sommes en alerte grand froid, il n'y a vraiment aucune possibilité. L'écoutante est assez confuse. Quelqu'un n'aurait pas donné l'ordre de déplier les lits. Je regarde Polo et je m'applique à ne pas montrer ma colère, mon incompréhension. Je peine à trouver les mots. Il a compris. Alors il me dit « Ok, serre-moi une grande bouteille de café, je vais marcher toute la nuit pour pas crever. » Ces paroles nous glacent, mon collègue et moi. Je m'exécute, je mets beaucoup de sucre, comme si ça pouvait compenser. Mon collègue lui donne un deuxième sac dessert. Nous comblons le vide en essayant de faire plus quand nous avons juste le sentiment de ne pas faire ce qu'il faut. Nous poursuivons notre maraude, la peur au ventre. Qui serait responsable si Polo était retrouvé mort demain? Le plongeon et l'immersion que j'ai pu faire grâce aux bénévoles des Restos du Cœur qui m'ont très bien accueilli me permet en fait de dévoiler un système qu'on connaît mal. Alors peut-être nombre d'entre vous, vous le connaissez mieux parce que vous êtes bénévole ou salarié et vous agissez dans le secteur social. Mais globalement, les Restos du Cœur et finalement l'ensemble de l'aide alimentaire se noie un petit peu derrière ce monument. Eh bien, c'est le concert des enfoirés, des grandes collectes et cette confusion que finalement la France, grâce à l'aide alimentaire, répond à son obligation du droit à l'alimentation. Alors que le droit à l'alimentation, c'est autre chose. Le droit à l'alimentation a des dimensions autour de la dignité, autour d'un accès à l'alimentation qui doit être libre. Et vous voyez très bien dans le cadre de l'aide alimentaire que on a des horaires, on a des jours, on a même, il faut même s'inscrire, on n'a pas cette liberté, et puis qu'on doit avoir accès à une nourriture qui nous permette de vivre et d'être physiquement et psychologiquement dans un bien-être. Ce qui là aussi n'est pas forcément le cas par rapport aux personnes qu'on peut croiser dans ces situations-là. Et c'est important de se dire que les responsables, ils existent. En fait, l'État a la responsabilité de nourrir l'ensemble de la population, comme je vous le disais précédemment. Et c'est lui qui fait le choix de ne pas le faire. Par contre, il a fait le choix de déléguer à 4 structures principalement, les Restos du Cœur, les banques alimentaires, la Croix-Rouge et le Secours populaire, et puis plus récemment les épiceries sociales.
Mais quand il délègue cette mission, finalement, il ne répond jamais aux moyens. Ça fait des années et des années que les structures font remonter que ça ne va pas, particulièrement depuis 2008. En 2008, les structures font remonter qu'il y a un doublement des personnes liées à la crise économique dans les circuits de l'aide alimentaire. Ces personnes ne vont pas, pour bien d'entre elles, en fait, réussir à s'en sortir. On va continuer à voir sans cesse ce chiffre grossir malgré tous les efforts, tout l'argent injecté. Ce qui devrait nous questionner, en fait, sur ce modèle-là. À quoi sert l'aide alimentaire si finalement les personnes ne peuvent pas s'en sortir, si au lieu d'être qu'un passage dans leur parcours, ça devient le moyen de se nourrir. Ça pose des questions de fond, des questions qui sont difficiles à poser parce qu'il y a une astuce pour que ça passe mieux que ça. Il ne s'agit pas de marché, quand on écoute l'État, il s'agit de dons. Il ne s'agit pas principalement de salariés, il s'agit de bénévoles. Alors on serait quand même très gonflé de venir critiquer et le don et les bénévoles. Et grâce à ça, finalement, ça protège un petit peu le fait de pouvoir dire quelque chose. Parce que, en effet, ça serait compliqué, et moi je ne le fais pas comme ça, mais certains peuvent le percevoir comme ça, de se dire « Ah mais non, mais là ils sont en train de dire que l'aide alimentaire, ça ne va pas, qu'on fait tout mal. » Pas du tout. Mais par contre, on peut dire que l'aide alimentaire ne va pas parce qu'elle appartient à un système qui l'utilise et que le système va très mal. Et que dans ce cadre-là, eh bien, on ne peut pas permettre aux personnes de s'en sortir. Et c'est important de le savoir, parce que sinon c'est un peu Sisyphe quand on s'engage là-dedans. On agit année après année, et puis finalement, ben voilà, c'est un puits sans fond. On ne parvient pas à permettre aux personnes de sortir de la pauvreté. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête, que ce n'est pas de la responsabilité des acteurs de l'aide alimentaire si les personnes ne s'en sortent pas, c'est qu'on ne leur donne pas la chance de s'en sortir dans les mécanismes et le fonctionnement. Pourquoi ? Parce que finalement, moi je m'éloigne de cette idée du don. Quand j'analyse les dons, et je vais rentrer dans le détail, finalement je me rends compte qu'il s'agit de la création d'un marché de la faim, FAIM. Et que si on est en train de créer un nouveau marché, ben on n'a aucun intérêt à lutter contre la pauvreté. Alors dit comme ça paraît un peu brutal, mais on va s'intéresser finalement à la loi de lutte contre le gaspillage alimentaire que Guillaume Garot met en place en 2016. Donc du coup, cette fameuse loi Garot, elle est censée venir permettre aux structures de l'aide alimentaire d'augmenter leurs denrées, la qualité de ces denrées, en obligeant le don. Alors déjà, il y a quelque chose qui ne va pas ensemble. On ne peut pas obliger à donner. Vraiment, le don, c'est quelque chose qu'on fait librement. Donc là, déjà, on a un premier indice où on ne sait pas trop si on peut se servir de ce terme. Ensuite, dans la mise en œuvre de cette loi, on va demander aux supermarchés de faire des conventions de dons avec les structures qui viennent récupérer la nourriture. Or, le don, c'est l'absence de contrat. Si j'ai un contrat et que je connais la contrepartie, qui est de la défiscalisation, je ne suis plus dans le don. Je me situe bien dans autre chose. Et pour moi, c'est ce que j'appelle un marché immoral de la faim. Pourquoi ? Parce qu'en continuant de l'appeler don, on fait quelque chose d'extrêmement pervers. C'est-à-dire qu'on rend à la place de la personne qui va recevoir en bout de chaîne. Ça veut dire qu'aux yeux de la société, cette personne qui reçoit en bout de chaîne, elle n'est que la variable d'ajustement d'un système poussé à surproduire. Et ce système poussé à surproduire, il met toute notre agriculture en difficulté. Pour produire assez, il faut produire trop, et c'est pas grave, on trouvera des débouchés. Et c'est bien ce que nous dit la loi de modernisation agricole de 2010, l'aide alimentaire devient un débouché pour les agriculteurs. Mais ce débouché, il est lié aussi à des prix qui sont inférieurs aux prix que devraient pratiquer les agriculteurs et à une agriculture qui, finalement, va abonder de produits qui sont faits dans certaines conditions et qui ne sont pas forcément des produits issus d'une agriculture paysanne. Donc voilà un petit peu comment, par ces externalités, on se rend compte que, oui, l'agriculture et l'aide alimentaire sont profondément liées et qu'en ce sens-là, on a besoin de pauvres agriculteurs et de pauvres tout court. Et comme le dit très bien Jean-Claude Balbo, une politique pour les pauvres, c'est une pauvre politique.
Donc il faut absolument sortir de ces mécanismes-là pour proposer un autre projet politique beaucoup plus ambitieux qui nous permette de sortir du don. Alors petite parenthèse sur le don, il a quand même ce qui est formidable et ce qui permet aussi que ce système tienne, c'est que le don, il permet de faire circuler de la valeur morale, au-delà de la valeur économique. Grâce à vos dons, vous pouvez enrichir les produits qui sont distribués de justice. Et moi, j'y ai assisté, et c'est dans les mots des bénévoles où ils disaient, ben moi, en fait, je viens donner ce à quoi ils ont droit, justice. Et ils ne me parlaient pas du plat ou de la boîte de conserve. Et une autre bénévole, elle a choisi un mot qui m'a fait prendre conscience de tout un monde, et elle ne pensait pas forcément à ça. Elle me disait, moi je viens faire les maraudes pour donner un plat de résistance. Pour elle, c'était l'importance d'aller voilà, dans la nuit, tard le soir, apporter quelque chose de consistant à l'autre. Mais c'est vrai que c'est de la résistance. Notamment, donc moi mon enquête, je l'ai principalement fait dans le 93. On est dans un territoire où il y a une forte population qui est sans papier, où du coup les zones où on va distribuer sont des zones dans lesquelles la police n'interviendra jamais, parce que c'est entendu comme ça, et où du coup on rencontre tout un tas de personnes qui sont invisibles, invisibilisées pour tout un tas de raisons. Et donc oui, ce lien-là qui vient dire c'est pas normal ce que tu vis, je ne suis pas d'accord, et je me sers de la nourriture pour le dire, pour le signifier, pour marquer ma présence. Ça serait impossible d'y aller sans repas pour rencontrer toutes ces personnes-là. Donc là, c'est extrêmement important aussi de l'avoir en tête et de se dire que oui, grâce aux dons, quand il peut y avoir contrepartie, quand je n'ai pas d'attente particulière parce que je donne de mon temps, eh bien là, il se passe quelque chose d'assez magique. Mais Marcel Mauss, quand il finit d'écrire son essai sur le don, il nous livre un enseignement qui est très important. Il nous dit que le don, il peut beaucoup de choses, mais il ne peut pas la justice. Et lui, quand il écrit ces phrases, on est en 1945 et c'est le moment de la création de la sécurité sociale. Donc c'est pas anodin, c'est aussi sa manière de plaider en faveur de la mise en œuvre d'un vrai principe de justice. Et donc là, l'idée aujourd'hui de tout un collectif qui se lie, c'est de se dire, nous aussi là, on est dans une situation où on a bien résisté, on s'est bien fatigué, on voit nos limites, mais là on a un nouveau projet politique qui nous rassemble, qui finalement est en train aussi de montrer que c'est possible d'être pour quelque chose de manière très concrète, qui est le projet de sécurité sociale de l'alimentation, où on va s'inspirer en fait du modèle qui a marché en 1945, qui est basé sur 3 piliers, qui est l'universalité. Donc là, finalement, j'en ai pas beaucoup parlé, mais si ça vous intéresse, c'est aussi très très décrit dans le livre. C'est extrêmement difficile de demander de l'aide alimentaire. Voilà, je peux citer quelques phrases. Une maman qui me dit, moi, quand je viens au resto, je mets ma face devant la porte, mais pour les enfants, je viens. Et ce sentiment en fait de honte, d'humiliation, bien sûr que bénévoles et salariés font tout leur possible pour l'estomper. Mais en fait, avoir à demander à quelqu'un de nous nourrir, c'est pas forcément facile. Et à aucun moment de la vie. Il y a notamment des bénévoles bénéficiaires qui m'ont raconté ça, qui disaient, en fait, moi, quand j'ai dû pousser la porte et demander, j'ai pleuré pendant 3 jours, parce que c'était très dur, en fait, d'avoir à prendre la mesure de, je peux plus, et je vais demander de l'aide, et en fait, je vais plus avoir ce que je veux, comme je veux, c'est l'autre qui va décider pour moi, et je vais devoir composer semaine après semaine. Si ça nous arrive à un moment de manière ponctuelle, et c'est ce que devrait être l'aide alimentaire, une aide d'urgence, c'est une chose. Si en fait ça vient constituer notre corps pendant plusieurs années, c'est autre chose. Et c'est là qu'on peut identifier les violences alimentaires avec un impact et physique et psychologique sur les personnes. C'est pas du tout anodin en fait d'avoir à recourir à l'aide alimentaire.
On se pose beaucoup de questions. Après, les personnes, pourquoi elles ne participent pas à nos projets? Pourquoi elles ne viennent pas plus au jardin? Tout ça, c'était un peu évoqué tout à l'heure dans nos discussions. En réalité, quand on se retrouve dans certains... De la même manière qu'on a échappé à hier, enfin si on a survécu à hier, on essaye de vivre la journée du lendemain. Donc on ne se projette pas dans des projets. Et celui qui a la capacité de se projeter peut parfois ne pas comprendre cette sorte d'immobilisme. Et pourtant cet immobilisme, c'est déjà beaucoup de tenir cette position-là et de tenter de survivre dans ces conditions-là quand on a été lâché plusieurs fois. Donc là aussi, c'est des choses importantes à avoir en tête. Donc l'universalité, le fait de se dire c'est le même droit pour tout le monde. Comme quand vous avez votre carte vitale, on n'a pas conscience en fait des revenus des uns et des autres par rapport à la carte vitale. Tout le monde l'a. Donc là, c'est la même chose. Tous les habitants, on ne fait pas de distinction par rapport à des personnes qui ont des papiers, qui sont français, pas de français. Tous les habitants français ont droit à 150 € par mois dédiés à l'alimentation. Deuxième pilier, c'est le conventionnement. Et c'est là où on se livre à un exercice magnifique, quelque chose qu'on a même oublié depuis des années, la démocratie. Et là aussi, c'est intéressant, dans le collectif Sécurité sociale de l'alimentation, une personne, des amis de la Confédération paysanne, nous disait moi, en fait, je me rends compte que là, on parle de démocratie dans les caisses, de démocratie dans l'alimentation, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est que la démocratie, parce que depuis que je suis petite, finalement, on m'a dit vas-y, va voter pour un délégué, et puis il n'y avait qu'une ou deux personnes qui se présentaient, et puis qu'en fait, tout ça, ça s'enchaîne. Alors, c'est quoi la démocratie? Comment on la fait vivre? Comment on aborde certaines questions collectivement? Donc le conventionnement permet ça, de se dire, qu'est-ce qu'on met sur nos tables communes pour que l'alimentation sorte du marché et cesse d'être un marqueur de classe où finalement certains peuvent manger certains produits et d'autres n'y auront jamais accès ou n'y auront plus accès ou y auront accès très ponctuellement parce qu'on va, pour se donner bonne conscience, créer un plan mieux manger pour tous qui permet à peine de donner 15 € par an et par personne qui auraient droit à l'aide alimentaire. Donc en fin de compte, voilà, on a aussi cette idée de dire l'universalité c'est pour tout le monde. Ensuite, il y a la cotisation. Ça veut dire qu'on va cotiser à hauteur de ses moyens pour récupérer à hauteur de ses besoins. Au niveau du collectif, ça c'est un point très important pour nous et qui est aussi la condition de la réussite, c'est qu'il faut que ces caisses, ce soit les personnes concernées qui aient la main dessus. Donc du coup, l'argent, on ne prend pas ni de l'impôt, ni de taxes pour pouvoir faire fonctionner ces caisses. Et aujourd'hui, peut-être que vous avez entendu parler d'expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation. Il y a une caisse en fait qui fonctionne déjà à Montpellier, qui est en train de grossir. Il y en a une qui est en train de se monter à Bordeaux, avec des choix particuliers. À chaque fois, c'est très complémentaire. Il y a Grenoble aussi qui fonctionne autour d'une caisse, puis il y a d'autres territoires, des plus petits territoires qui ont décidé, eux, de travailler sur la question du conventionnement et de la démocratie. Et là, on va voir le conseil local de l'alimentation de Cadney, qui est un petit village dans le Luberon, au Vaucluse, qui, eux, se sont réunis et ont parlé conventionnement. Et finalement, de toutes ces expériences, on ne peut pas encore en tirer des analyses parce que c'est le début, mais ce qu'on se rend compte, c'est que les personnes qui ne se parlaient pas et qui se sont rencontrées dans ce projet, et maintenant elles sont hyper solidaires, hyper heureuses, elles ont appris beaucoup, parce qu'il y a une forte part d'éducation populaire aussi au sein de ce projet-là, pour que les gens comprennent ce qui se passe pour les agriculteurs, pourquoi on élève telle ou telle chose, tel ou tel animal de telle façon, ce que ça veut dire de le tuer, ce que ça veut dire de le transformer, etc. Donc toutes ces questions-là, elles sont posées, alors que finalement, au jour d'aujourd'hui, on se pose peu de questions. Pour certains, oui, pour d'autres, on va au supermarché, des fois on n'y va même pas. On fait juste quelques clics pour faire ses courses et on va les récupérer parce qu'on n'a pas le temps. Mais tout ça, ça nous déconnecte aussi de notre alimentation. Donc il y a cette idée de reconsacrer du temps pour savoir ce qu'on veut manger et ce que ça vient dire de nos sociétés. Tout comme c'est pas anodin de donner de la nourriture, et là, de la même manière, le droit à l'alimentation, ça s'accompagne aussi dans le fait de dire, tiens, on va se réunir, on va tenir les caisses et on va
décider collectivement des produits qui seront conventionnés, donc remboursés entre guillemets, hein, si on prend le parallèle avec la sécurité sociale de santé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on répond de manière systémique aux problématiques que tu as décrites en introduction. C'est-à-dire que oui, il faut lutter contre la pauvreté, mais oui, il faut améliorer aussi les conditions de vie de nos paysans. Et pas, alors c'est très important hein, pour les questions sociales, mais pas que. Et parce que si on n'agit pas en urgence pour sauver nos terres, les semences, les savoir-faire, etc., eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour nos enfants demain ? Donc il y a bien aussi cette importance de se dire que on est dans un projet qui va pouvoir transformer les choses à la racine de manière profonde. C'est vraiment la révolution. C'est difficile parce que ça nous projette dans un monde qu'on ne connaît pas. Moi je ne connais pas ce à quoi ça va ressembler, mais ce que je sais c'est que ça me fait plaisir parce que ce que je connais et ce que j'analyse ne me réjouit pas au quotidien. Donc du coup ça me semble valoir le coup de se projeter dans cet ailleurs. Au départ, quand on m'a parlé du projet de sécurité sociale de l'alimentation, je me suis dit que c'était encore une utopie des copains, qu'on allait s'engueuler à essayer de faire quelque chose et que ça n'allait jamais marcher. Et puis en fait, j'étais en train de conclure mon livre, de reprendre mes notes, donc ma thèse. Et je me disais, mais en fait, ce que j'ai ethnographié, c'est pas possible. Si on en est là, il faut en effet profondément transformer ce système-là. Et non, c'est pas utopique. Ce qui est complètement fou et délirant, c'est le système que je suis en train d'ethnographier, c'est le système dans lequel on est. Et récemment, je suis tombée sur le dernier bouquin de Boris Cyrulnik, qui est neuropsychiatre, je ne sais pas si vous le connaissez. Il a écrit, donc lui a beaucoup parlé de résilience. C'est une personne qui a perdu toute sa famille pendant la guerre et qui du coup s'est retrouvé tout seul en tant qu'enfant placé et qui s'est tout de suite demandé mais pourquoi je tourne bien dans ma tête, pourquoi je suis quand même joyeux. Et donc il a développé tout le concept autour de la résilience. Et là c'est intéressant parce que dans notamment les projets alimentaires territoriaux, tout ça, on nous gave de mots, on nous parle de résilience des territoires. Résilience des territoires, ça commencerait par apprendre de nos erreurs et du coup faire autre chose. On en est loin. Et ce que nous enseigne là Boris Cyrulnik, c'est on en est où aussi de l'origine de la violence. Et c'est ça aussi que j'ai envie de mettre en perspective dans ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, c'est que nous sommes dans une violence structurelle énorme qui fait que nous nous sommes habitués à ce que lui nomme un délire logique. Les paysans se suicident? Pas de problème. Il y a 27 fermes qui ferment tous les jours, qui capotent tous les jours, alors qu'on a absolument besoin de pouvoir se nourrir demain par rapport au changement climatique, etc. Pas de problème. Il y a de plus en plus de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire et ça a un impact sur elles, sur leurs enfants. Pas de problème. C'est complètement délirant. Mais c'est logique par rapport aux règles du capitalisme. Et ça nous montre à quel point, en fait, cette violence-là, elle est intériorisée et à quel point c'est important d'en sortir pour se dire, mais en fait, nous, notre projet, il veut la paix. On n'est pas en train de se dire, allez, on va en guerre contre l'agro-industrie ou contre le syndicat majoritaire. Pas du tout. D'une part, on pense aussi la transition et le besoin de tous ceux qui cultivent aujourd'hui la terre et de leur savoir dans ce nouveau modèle. Donc on n'est pas du tout dans cette logique « va-t-en guerre », on est dans une logique de « allez, on fait la paix ». Pas la paix du dominant que vous nous imposez depuis des années avec vos règles absurdes, mais une vraie paix, la paix du juste, par rapport à ce que veulent des milliers de personnes, des millions même, qui sont maintenues en fait dans un système qui ne convient absolument pas. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un vrai virage historique. Moi, je n'ai jamais connu dans mon parcours militant quelque chose en fait qui germe et qui, en si peu de temps, malgré les difficultés, puisse avoir comme ça 30 expérimentations solides qui marchent sur le territoire, avec plein d'autres projets qui vont être expérimentés, qui s'imposent. Et là, c'est intéressant, on est dans un moment où quand quelqu'un nous dit « non, mais la sécurité sociale de l'alimentation », quand je dis quelqu'un, finalement, c'est les politiques, on leur dit « mais en fait, c'est en train de se faire sans vous ». Et c'est ça qui est important. C'est en train de se faire
ça bouge dans les territoires, et ça bouge grâce à des personnes qui se rencontrent, qui prennent du temps à bien s'aimer, à bien manger, et qui arrivent à proposer quelque chose de, finalement, par rapport à ce délire logique, de très cohérent. Et ça fait du bien. Alors c'est pas facile de rebondir derrière tout ça, mais il y a de la matière par contre, donc je pense qu'il y a des possibilités. Alors personnellement, je vais te remercier parce que tu as cité Marcel Mauss, c'est mes lectures quand j'avais 20 ans, il y a très longtemps, mais personne, ça fait au moins 2 générations, personne ne m'avait parlé de Marcel Mauss, très grand ethnologue, référent, don contre don, enfin tout ça. Donc, mais la deuxième partie de la conférence, maintenant, on souhaiterait qu'il y ait des questions, bien sûr. Il y a plein de choses qui ont été soulevées avec clarté et pertinence. Et il y a même de l'optimisme. Hein. C'est rare d'avoir une conférence qui se termine, enfin une intervention qui se termine sur de l'optimisme. Mais Bénédicte, on ne peut pas l'empêcher, elle est optimiste, donc c'est comme ça. Je vais passer avec le micro, n'hésitez pas, levez la main, faites un signe, pleurez, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Oui, puis c'est pas que des questions, hein, c'est des remarques, vous pouvez avoir des choses à partager, des témoignages. Voilà. Oui, je crois que ça serait intéressant de préciser le lien avec l'agriculture, enfin, comment... tu l'as pas assez dit, comment on peut aussi modifier comment le monde agricole se modifie avec ça, parce que ça intervient beaucoup et ça n'a pas été suffisamment précisé, je pense. Plusieurs questions. Oui, on peut regrouper. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas des choses à dire, c'est pas possible. C'est la timidité, c'est l'heure, c'est... Bah, bien sûr. Bonsoir. Moi, j'ai pas très bien compris comment sont faites les cotisations. Qui cotise concrètement? Parce que là, effectivement, moi, je pensais que c'est par rapport un peu comme la sécurité sociale, que ce serait prélevé sur une fiche de paye, éventuellement, selon ses revenus, puisque là, il est question de 150 € par personne, par mois, quels que soient les revenus. D'accord. Donc quelqu'un qui a beaucoup de revenus, est-ce que ça va lui permettre de prendre plus l'avion, par exemple, en ayant... Alors, oui, ok. Voilà, c'est juste ça. Je trouve ce que vous avez dit très intéressant. J'ignorais qu'il existait sur certaines villes des groupes de personnes qui, je ne sais plus le terme, pour la nourriture. Je suis moi-même allée au Resto du Cœur. Et j'avoue qu'on a une trouille pas possible. Et une honte pas possible. Si on pouvait se cacher, on le ferait volontiers. Et donc ça, c'est le premier sentiment, mais on ne peut pas faire autrement. Et une espèce de contentement, de plaisir à voir que quelqu'un, quand même, pense à ceux qui ne peuvent pas. Voilà, c'est très... Mais enfin moi j'y suis allée que ponctuellement pendant un certain temps. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que je trouve vraiment scandaleux, honteux, que ça dure depuis des dizaines d'années, que effectivement il faut que ce soit des particuliers qui créent les Restos du Cœur. Il faut que ce soit des particuliers qui donnent pour le Téléthon, pour le sida,
Pas une semaine ne passe sans qu'on soit sollicité, mais c'est honteux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander l'aide des gens, mais normalement, c'est à l'État de faire tout ça. Comme il est honteux que des enfants aujourd'hui dorment dans la rue. Monsieur Macron, en arrivant au pouvoir, avait dit il n'y aura plus personne dans les rues. Non seulement il n'y a plus personne, il y a plus de monde, et aujourd'hui des enfants. Et on s'occupe toujours des gens qui sont dans d'autres pays, mais dans le nôtre, mais est-ce que c'est admissible? Donc moi ça me met en colère toutes ces situations. On est bien dépourvu parce que c'est gigantesque. Toutes ces situations aujourd'hui sont gigantesques. En ce qui concerne l'alimentation, moi j'ai envie de vous dire bravo, voilà, et que si effectivement ce que vous êtes en train de concrétiser sur le territoire peut se mettre en place en Charente et ailleurs, il faut y aller. Mais franchement, qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis des politiques? Il y en a marre, mais il y en a marre. Oui, la remarque de la dame qui vient de parler m'évoque autre chose. C'est qu'au départ, la sécurité sociale, quand elle a été créée par les travailleurs essentiellement, bon, et le Conseil national de résistance, etc. Mais au fil des années, les politiques, justement, elle a raison de parler des politiques, parce que les politiques se sont débrouillés pour prendre la main sur tout, et au lieu que ce soit les salariés eux-mêmes qui géraient les caisses de chômage, la santé et tout ça, de plus en plus l'État s'est immiscé et a dit c'est moi que et on voit ce que ça donne à l'heure actuelle, où on pioche d'un côté pour colmater de l'autre, enfin voilà. L'État joue exactement l'inverse, le rôle inverse de ce qui serait censé jouer s'il était géré par des gens dignes, qui auraient un peu de scrupules et un petit peu d'honneur. Bon, quand il y en a trop, tu le dis, Béné. Oui, bonsoir. Si j'ai bien compris, le système d'aide alimentaire actuel est fou, c'est un peu le terme que vous avez employé, il est incohérent, voilà. Mais je voulais savoir par rapport aux bénévoles, parce qu'il y a des bénévoles qui sont de bonne foi là-dedans, est-ce que vous pensez que ces gens-là sont utilisés, en fait, malgré eux, et qu'ils perpétuent un système qui est perverti? En gros, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'ils ont une réelle utilité, si vous voulez? Voilà, j'aimerais que vous clarifiez un peu la chose. Voilà. Oui, j'ai lu dans une revue qui s'appelle L'Âge de Fer l'expérience de Cadenet. Et c'est vrai que c'est très très intéressant du point de vue de la démocratie participative et comment ils sont mis en place, quoi. Je trouve ça extraordinaire. Mais on en a parlé mieux que je l'aurais fait. Alors, les liens avec le milieu agricole, en réalité, quand la sécurité sociale s'est montée, et notamment sur la branche santé, on manquait cruellement d'infrastructures. Donc il n'y a pas que eu le fait de permettre aux gens d'avoir un remboursement des soins. Il y a eu le fait de créer les CHU qu'on a encore aujourd'hui. Et donc ça, c'est aussi important à avoir en tête, c'est que du coup, on se donne aussi les moyens de transformer complètement le système agricole sans que ça repose sur les agriculteurs d'avoir à investir toujours plus pour arriver à avoir quelque chose qui finalement ne leur permet
aujourd'hui pas de vivre. Et là, donc, non, on leur fait pas porter ce coup-là. On s'occupe de la transformation des infrastructures et on permet une installation de masse. Pour arriver à ce qu'il y ait une alimentation locale de qualité pour à peu près tout le monde, il faut passer de 480 000 paysans qu'on a aujourd'hui à 1 million, 1,5 million, selon les chiffres du manifeste de l'atelier paysan. Et j'étais avec Emmanuel Haz, un des co-auteurs de ce manifeste, que je vous recommande, qui disait il y a 2 semaines qu'en fait, si on voulait vraiment sortir des pesticides et des gros tracteurs, ben, il nous en fallait plutôt 7 millions. Mais là aussi, c'est une autre façon d'envisager ce travail-là. C'est de penser le travail de la terre peut-être en complément d'autres activités. Quand je vous dis que ça nous projette dans un monde qu'on ne connaît pas, c'est ça. C'est que l'agriculture telle qu'on la voit fonctionner au sein du collectif, c'est quelque chose où les personnes peuvent avoir des vacances, voilà, où on peut avoir des roulements, où on s'entraide, où il y a de la solidarité. C'est pas du tout attention, vous voulez revenir à un temps où, mais pas du tout. On essaye d'imaginer quelque chose de plus cohérent où on n'est pas en train de rétablir des classes, parce que on s'en rend compte en fait de l'exploitation et de la logique voilà, esclavagiste qu'il y a toujours eu en payant très mal ceux qui font pourtant tout le boulot. Et finalement, je vais y revenir en répondant aux autres questions par rapport aux bénévoles ou voilà, où là, oui, on est dans des logiques complètement utilitaristes des personnes. Mais là encore, où est-ce qu'on a envie de se situer, nous toutes et tous? C'est-à-dire que pour le modèle capitaliste, pour ceux qui s'en servent, qui utilisent, qui gouvernent à travers ça, bien oui, il y a un besoin en fait d'utiliser le corps de l'autre pour sans cesse enrichir ce capitalisme. Moi, je ne fais pas partie des personnes qui ont envie que les violences alimentaires explosent et que du coup on ait des émeutes de la faim, des vols avec violence, des pillages à répétition. Je suis très contente en fait qu'on soit capable d'agir en solidarité pour vivre dans une certaine paix. Mais par contre, je ne veux pas que ce soit une fin en soi. Je me dis c'est une résistance parce que politiquement on travaille autre chose. Et avec les personnes concernées par l'aide alimentaire. C'est là aussi qu'on leur redonne leur dignité parce qu'on leur fait confiance pour réentrer dans cette société qui les exclut. Quand on parle en fait de la sécurité sociale et de ce qui n'a pas marché, évidemment que ça n'a pas marché. Déjà, ça a été très dur à mettre en place, mais je dis évidemment que ça n'a pas marché. C'est parce que je suis en plein dans la lecture de la bataille de la Sécu de Da Silva. Et on voit très bien comment, dès le départ, il y a des tensions très fortes. Les médecins ne voulaient pas de la sécurité sociale. Ils ne voulaient pas, en fait, que les prix soient fixés. C'est pour ça qu'on a des conventionnements, secteur 1, secteur 2, tout ça, on l'oublie, on n'en prend pas la mesure. Là, on est dans un contexte très très différent. On a des agriculteurs qui, eux, nous demandent de fixer les prix avec nous par rapport à des intermédiaires qui fonctionnent beaucoup trop. Donc c'est aussi intéressant de se dire qu'on a cette possibilité-là qu'il n'y avait pas auparavant. Donc oui, dans cette idée-là, les bénévoles, mais je pense aux bénévoles de l'aide alimentaire, mais aussi à tous les bénévoles de différentes associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, il ne faut pas qu'on soit utilisé à faire fonctionner quelques niches pour préserver un peu de bio par-ci, un peu de circuit court par-là, et puis derrière, en fait, il y a tout qui s'effondre. Donc il faut qu'on arrive à analyser tout ça et à se dire, en fin de compte, on nous laisse quelques miettes pour avoir l'air d'eux, et certainement pour nourrir les plus riches, mais on assiste juste à l'effondrement de l'ensemble de ce système-là. Donc, pour moi, c'est important d'arriver à se réapproprier le récit et de dire oui, on est en résistance, mais on va transformer les choses. Et finalement, oui, on ne peut pas faire confiance aux politiques actuelles. Ça, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre.
Et il y a une grosse transformation qui a eu lieu aussi, si on regarde ce qui s'est passé au moment de la peine de Patrice Blanc, le président des Restos du Cœur, au mois de septembre. Donc qu'est-ce qui se passe? Boum, Bernard Arnault, il dégaine 10 millions. Fantastique. C'est comme si là, vous, ce soir, vous me dites « Ah oui, c'est vrai, il y a un problème, tiens, je donne 10 balles. » Et en fait, peut-être que même vous allez le faire tous les mois, de donner 10 balles parce qu'il y a un problème, quelqu'un qui ne mange pas. Mais moi, j'ai pas entendu le mois d'après Bernard Arnault redonner 10 millions, ni le mois d'après, ni le mois d'après, alors que je suis persuadée que nous tous, nous avons pratiquement donné pour différentes causes au moins 10 € par mois depuis le mois de septembre. Donc ça, c'est déjà pourquoi on met comme ça, voilà, on théâtralise ce don. Ben pour montrer, en fait, c'est là qu'on arrive vraiment sur un don ostentatoire. Moi, ce don, il m'horripile, en fait. Il m'énerve parce qu'il me montre, en fait, que je suis complètement dominée, qu'il y en a qui peuvent étaler leur argent comme ça. Et Bernard Arnault lui dit, bah, ça serait peut-être bien de payer vos impôts en France, peut-être que ce serait intéressant. Non, on lui dit rien. Il faudrait qu'on lui dise merci. Un autre anthropologue, Godbout, nous dissèque le mot merci. Il dit attention au mot merci, parce que parfois il veut dire se trouver à la merci de, je suis à ta merci. Et le merci, des fois, peut être un peu loin. Est-ce qu'on a envie de remercier Bernard Arnault? Non, par rapport à tout ce qu'il fait et tout ce qu'il commet comme injustice et comme appauvrissement de la population, non, moi j'ai pas du tout envie de lui dire merci, mais on nous met dans cette situation-là. Et puis comme si ça suffisait pas, qu'est-ce qu'elle nous fait, Aurore Berger? Elle vient en appeler à la solidarité des entreprises. Donc là aussi, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, c'est les entreprises qui vont décider de faire un don de pâtes, un don de machin. Et là, de la même manière, hein, on n'interroge pas du tout le modèle. Et c'est intéressant de voir encore une fois comment on nous fait passer ça comme quelque chose qui est tout à fait normal. Et on va dans un système philanthropique où on va appeler en fait les plus riches à donner toujours un peu plus et à pouvoir dire aux autres comment ils doivent faire. Et les autres, ceux qui n'ont pas d'argent, ils vont donner du temps, ils vont agir et ils vont faire tout le boulot sans être payés pour le faire. Parce qu'on le voit aussi, hein, toute la casse du service public, toutes ces choses-là. Et tout ça est profondément lié. Donc c'est important en effet de ne pas se sentir utilisé. On peut continuer à faire tout ce qu'on fait, mais ayons la conscience politique de se dire ce n'est qu'une étape. Je suis en chemin vers autre chose. Et cette conscience politique, elle doit nous permettre aussi de ne pas nous tromper d'ennemis et de ne pas faire le jeu qui est pratiqué. Allez, on va mettre toutes les associations en concurrence. Comme ça, on leur balance des petits appels à projets pour qu'elles se bagarrent pour des miettes. Ce ne sera jamais assez, donc ils auront toujours à demander. Et comme ils s'en créent de plus en plus, ça créera des tensions entre eux et puis ils n'auront pas le temps de réinterroger le système. Je le dis comme ça, mais c'est à peu près ça. Du coup, c'est important aussi d'arriver à être en cohérence et en solidarité, à se rendre compte que nos ennemis, c'est ceux qui sont en train de nous imposer ces conditions-là. C'est pas la structure à côté qui essaye, elle aussi, de venir en aide aux personnes. Et du coup, voilà, je pense que tout ça sont des choses qu'il faut vraiment, petit à petit, arriver à penser autrement, voilà, toujours en solidarité, dans des perspectives de paix et de justice. Et oui, voilà, après, vraiment sur tout ce qui était la dimension en fait du plaisir que ça a en fait de rencontrer des gens qui font le juste. Et ça, c'est pas à minimiser parce que ça, c'est un truc que le capitalisme, il n'arrive pas à nous piquer, la solidarité. Il n'a pas du tout parvenu à ça, et du coup, l'esprit Coluche est très fort. Il existe dans d'autres associations, il s'appellerait autrement, il pourrait s'appeler l'esprit Abbé Pierre ou autre fondateur. Donc oui, c'est important parce que ça vient créer du sens. Moi, au niveau des bénévoles des Restos du Cœur, je me suis rendu compte qu'ils répondaient vraiment à un appel et que ça faisait sens pour eux. Et que finalement, ils me disaient, tu vois, nous ici, on fait de la politique avec nos mains parce que les autres, avec leur bouche, ils font n'importe quoi. Donc cette importance, en fait, de faire ce qu'il faut, comme il faut, quand il faut. Mais Coluche, il avait réussi quelque chose d'incroyable, qu'on n'a pas trop réussi depuis, je dirais même qu'on est un peu allé en marche arrière. C'est qu'il avait réussi à réenchanter la politique pour que des abstentionnistes aient envie d'aller voter. C'était incroyable de faire ça. Et tout ça, comment ? En montrant, en fait, le délire logique dans lequel nous étions, déjà à l'époque.
Et là aussi, voilà, ça fait partie des choses où c'est intéressant de se dire que oui, il va y avoir des élections et on a du boulot aussi si on veut que les choses changent. Après, il peut y avoir d'autres lectures en fait du monde et de la société où on se dit ah, il faut tout sans État. Moi, il me semble, d'après mes travaux, mon analyse, que c'est pas pour demain et qu'on a plus de chances à avoir quelques personnes bien placées au sein de l'État pour arriver à transformer les choses et que ça nous soit bénéfique que d'arriver à complètement écrouler le système d'un coup. Donc voilà, et peut-être aussi parce que j'ai peur de la violence que ça générerait et que je préférais une transition douce. Et donc voilà un peu pour vous donner ma position sur ces questions-là. J'espère que j'ai répondu à peut-être pas trop sur les cotisations. Qui cotise Eh bien en fait tout le monde cotise. Et donc je le disais, selon ses moyens. Donc ça veut dire que quelqu'un qui gagne très très bien sa vie, il peut cotiser, je sais pas, 300, peut-être plus, selon ce qui sera décidé, et puis récupérer seulement 150. Donc c'est vraiment cette idée en fait de mise en place de la solidarité active, de la Sécu. Alors la différence, on nous dit ah oui mais la Sécu on n'en a pas besoin tout le temps. Là on en a besoin tout le temps, c'est quand même différent. Donc oui, ça nécessite de réfléchir à comment on fait fonctionner ce système dont on a besoin tout le temps. Mais finalement, puisqu'on réinjecte de l'argent aussi localement pour une production de qualité, du coup ça veut dire que peut-être on est moins malade. Du coup en fait il y a toute une relation de cause à effet qui font que pour moi la question économique, et en effet ça se verrait sur notre fiche de paie par exemple, elle est davantage sur... En fait, c'est plus un choix politique qu'il faut faire pour avoir le courage d'aller là-dedans. Et après, les réponses, on les aura. Alors, en fait, ça coûte 120 milliards de filer ces 150 € par mois et par personne. Mais il y a tellement de projets et de milliards qui partent pour n'importe quoi que du coup, moi, je trouve que c'est pas si énorme à l'échelle d'un État et que c'est possible de le réaliser, et que finalement quand on nous dit ah non mais c'est trop coûteux, ça ne marchera pas, on s'enferme dans le monde dans lequel on est, où le capitalisme il domine tout. C'est-à-dire que si ça nous semble trop coûteux, c'est qu'on résonne encore dans ce truc où la vie a un prix et que quand même il ne faut pas que ça coûte trop et il ne faudrait pas qu'on répartisse l'argent comme il faut. Parce que qu'est-ce qui n'allait pas dans la sécurité sociale qui a été démantelée et malmenée, c'était que finalement c'était des ouvriers, des personnes qui n'appartenaient pas aux élites, qui avaient la main et qui pouvaient gouverner des milliards. Et en plus, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils les répartissaient correctement au lieu de les garder, de s'en mettre plein les poches, scandaleux quoi. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on a eu tous ces problèmes-là, parce qu'on a trop de personnes qui veulent manger tout le gâteau, c'est une soif de pouvoir assez incroyable. Et voilà, soyons à l'aise aussi. On nous fait culpabiliser de redemander de l'argent pour que les gens crèvent pas, alors que finalement ceux qui s'en mettent plein les poches, et là tous les scandales, on en a au moins un par semaine de détournement d'argent et tout ça, ça c'est normal, de ceux qui nous gouvernent. Alors à un moment donné, voilà, soyons juste nous à l'aise de pouvoir dénoncer les trucs et arrêtons de culpabiliser quand on essaye juste de rétablir correctement des injustices, parce que c'est ça qu'on doit laisser comme trace pour nos enfants et pour demain. Donc ça me semble être un combat noble par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. D'autres questions ? D'autres interventions ? N'hésitez pas, on peut prendre une deuxième salve sans aucun souci. Bonjour. Je vois bien ce alimentaire, mais je vois que ça peut s'introduire aussi, s'englober dans le revenu universel, qui pourrait correspondre aux besoins primaires d'un citoyen, d'une république. Je réponds vite fait, donc du coup Réseau Salariat est partie prenante, parce que Réseau Salariat c'est tout le
travail autour de Bernard Friot et du revenu universel, sont partie prenante du collectif Sécurité sociale de l'alimentation. Ce qui est intéressant, c'est que moi, c'est ma position par rapport à ça. Dans tous les combats, les choix, etc. que j'ai faits, je vois une urgence vraiment sur la question alimentaire et agricole. Si on va sur un revenu comme ça, je ne sais pas comment je vais préserver les sols, comment je vais réorienter en fait l'agriculture pour faire en sorte que ça s'effondre pas et qu'on remette en place une agriculture en fait qui puisse répondre aux enjeux de subsistance et de souveraineté. Donc du coup c'est un peu par rapport à ça où ça marche ensemble en fait. L'un n'est pas l'un ne dit pas faut pas l'autre, c'est juste que la question agricole est très claire dans le projet de sécurité sociale de l'alimentation, alors que pour l'autre, on doit mener un autre projet de front pour pouvoir préserver l'agriculture et c'est même pas que préserver, pour pouvoir réinstaller les paysans dans les champs. Évidemment, je partage ton idéal dans tout ce qui vient d'être dit, mais je me pose la question, en fait, ce qui est proposé là, c'est d'avoir un système à part qui fonctionne pour lui-même, et est-ce que dans le contexte global qu'on connaît, on peut faire vivre ça? Voilà ma question. En fait, c'est avoir un fonctionnement différent du reste de la société. Donc, une organisation toute particulière et indépendante du reste. Est-ce que c'est possible à tenir et à développer? Parce que si on ne le fait que dans un petit secteur, je doute que ça puisse se pérenniser. Oui, et c'est bien pour ça que l'enjeu, il est aussi d'arriver à réintervenir sur la sécurité sociale de manière générale. C'est-à-dire que le projet, il propose de créer une branche supplémentaire à la sécurité sociale, parce qu'en effet, c'est pas un système à part. On peut pas, comment dire, par exemple, quelqu'un qui veut se soigner autrement, il a la possibilité de le faire, mais ce qui serait important, c'est que des soins de qualité soient accessibles pour tout le monde tout le temps. De la même manière, on pense que l'accès à l'alimentation, parce que c'est un droit à une bonne alimentation, doit être garanti pour toutes et tous, et ceux qui veulent faire autrement, ils ont le loisir de pouvoir le faire autrement. Donc on ne dit pas il faut arrêter l'agro-industrie, tout ça. S'ils veulent continuer, ils continuent. S'ils trouvent des marchés, ils trouvent des marchés. En attendant, on sort une partie de l'alimentation du marché tel qu'il dysfonctionne au jour d'aujourd'hui, en tout cas qu'il dysfonctionne pour permettre la vie des agriculteurs et la bonne santé des consommateurs. Bon, c'est peut-être un peu à l'envers, mais je me demande, on vous connaît de par votre livre, enfin moi je viens là parce que le thème m'intéresse et que je connais des gens qui sont là, mais pour mettre ça en place, qui le met, vous êtes de quel groupe? Est-ce que vous participez à un groupe de je ne sais quoi? On ne sait pas qui vous êtes en fait. Donc, moi je ne sais pas. Très bien, mais vous avez raison, c'est une très bonne question. Donc il y a un collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation. Je ne sais pas si vous avez la revue ici, Encore des patates. Bon, sinon, non. Donc vous pouvez aller voir sur le site, il y a une petite BD en fait qui a été faite. Donc le collectif, il regroupe les amis de la Confédération paysanne, j'ai cité tout à l'heure le réseau Salariat, il y a Démocratie alimentaire qui est un collectif de chercheurs, il y a les CIVAM, il y a tout un tas d'autres acteurs, il y a ATTAC qui est en train de rejoindre aussi ce collectif, et j'en oublie, il faut vraiment aller voir sur le site, il y a Grenier d'Abondance. Moi, en fait, je suis anthropologue, je suis chercheur associé à un laboratoire qui s'appelle le Laboratoire d'anthropologie politique de l'EHESS. Et donc, j'ai fait un travail de recherche et de thèse de un peu plus de 5 ans auprès des Restos du Cœur, qui m'a conduit à écrire une thèse. Et cette thèse, quand j'ai voulu la publier en livre, eh bien, comme je m'intéressais à la question agricole de par mon engagement depuis assez longtemps,
j'y ai ajouté en fait tout le parallèle avec une partie je l'ai mise en perspective avec ce qui se passe au niveau de l'agriculture. Voilà, donc le HESS, c'est l'école des hautes études en sciences sociales. Qui se base où? À Paris. Voilà. Et j'aurais dû commencer par là. Vous faites très bien. Non, c'est moi qui aurais dû le faire. Oui, mais bon. Voilà, donc... Dans la suite pratique, là, est-ce qu'on pourrait avoir justement les résultats ou le cheminement des villes qui ont commencé à mettre au point ça? Si vous allez sur le site de Territoire à vivre, de la caisse de Montpellier, ils ont publié là, le rapport au bout de 2 ans. Donc là, vous trouvez toute l'évaluation qu'ils ont pu en faire là maintenant au bout de 2 ans. Sachant qu'ils continuent. Hein. Donc voilà, pour les autres expérimentations, donc vous allez trouver aussi des choses sur le Conseil local de l'alimentation de Cannet. Et après, pour les autres, elles sont jeunes, donc on n'a pas encore d'évaluation réelle à proposer. Mais voilà, sur le site, vous pouvez voir référencer tout ce qu'il y a. Et après, si vous cliquez sur celle de Montpellier, là, vous allez obtenir tout un tas de documents pour voir. Donc je suis désolée, tout passe par l'informatique Internet. Mais au moins, on peut être en réseau et voir comment ça fonctionne et avoir accès à ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, etc. Pour la région Aquitaine, par exemple, on n'a pas d'antenne. Où ça, ici? Non, mais... à Bordeaux? Non, oui, par exemple, où il y aurait déjà un commencement de... Oui, à Bordeaux, c'est porté par Acclimatation. Ça a été lancé il y a 2 mois. Donc oui, c'est aussi en cours. Et donc c'est porté par... Donc c'est intéressant parce qu'à chaque fois, les portages, ils sont très différents au niveau de la réalité des territoires. Il n'y a pas un modèle qui peut être copié sur un autre. On peut s'inspirer de chaque territoire, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que c'est la synergie, la cohérence des acteurs sur le territoire qui ont envie de faire un truc ensemble qui fait que ça va fonctionner. Et donc, à Montpellier, ça a marché parce qu'il y avait la dynamique territoire à vivre qui avait permis de faire en sorte que des acteurs agricoles se rencontrent avec des acteurs qui s'occupent plutôt de la question sociale et qui ont eu envie de faire quelque chose ensemble de cet ordre-là. À Montpellier, c'est aussi plus tourné vers les étudiants parce qu'ils ont identifié en fait des cibles. Donc voilà, c'est ça aussi qui, je pense, qui est enthousiasmant, c'est qu'on peut expérimenter différentes choses pour aussi s'habituer à utiliser tout ça, s'approprier les outils. Il n'y a pas de bonnes expérimentations et de mauvaises expérimentations. On le fait collectivement, on reprend les choses là où en est chaque territoire, parce que finalement, il n'y a pas une locomotive et les autres qui doivent suivre. C'est comme au moment où se créaient les mutuelles, qu'elles étaient illégales, etc. Et de la même manière, il y a des initiatives, on ne part pas de rien. Par exemple, si on pense aux AMAP, ça fait un moment que la question de la solidarité avec le paysan, des prix, même de l'accessibilité pour tous, pour certaines AMAP, est au cœur du projet et où on est sur la fixation d'un prix juste et donc une forme de conventionnement et où on paie en avance, etc. Donc il y a plein de choses qu'on sait faire, dont on peut s'inspirer des magasins coopératifs, ce qui peut se passer avec des triples tarifications dans des épiceries sociales et solidaires. Donc on ne part pas de rien en réalité. On a beaucoup à partager pour arriver à transformer les choses. Et oui, c'est inspirant d'aller regarder un petit peu tout ce qui se passe sur le reste des territoires pour arriver à se dire, ici, nous, on sent que c'est ça. Oui, je voulais signaler pour ceux qui voudraient approfondir la question, il y a l'Assemblée générale du réseau Impact, Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale, qui acte sa réflexion le jour de son Assemblée générale à Poitiers, le 11 janvier prochain. Oui. Avril, bon, j'ai un peu de retard. C'est un petit jeune militant qui débute, donc faut... Avec les acteurs AMAP, CIVAM, Confédération paysanne, et l'expérience qui est menée à Bordeaux. Voilà, et c'est ouvert à tout le monde.
Et il y a aussi, alors je suis encore sur des trucs en ligne, mais au niveau AMAP, Terre de Liens, Confédération, Amis de la Confédération Paysanne, il y a un cycle de formation. Si vous êtes dans une de ces structures, vous avez accès au cycle de formation et au webinaire, et où du coup il y a voilà, la formation sur la sécurité sociale de l'alimentation assez régulièrement. Voilà. Donc ça peut aussi être un bon moyen de commencer, et les autres formations en plus sont très chouettes aussi, donc n'hésitez pas à aller regarder le catalogue. Oui, j'avais une petite question. Savoir au niveau des partis politiques, quels étaient ceux qui soutenaient la sécurité sociale alimentaire. Et une deuxième question, les entreprises là-dedans, est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui ont fait des choses ou pas? Pour l'instant, c'est juste des associations et tout ça. Alors, je commence par la deuxième partie, les entreprises. Ben, on a Carrefour qui a proposé au mois de décembre une assurance. Et comme ça, si vous arrive quelque chose après avoir payé votre assurance, vous aurez 150 € par mois. Voilà. Vous pouvez vous assurer à Carrefour pour avoir des produits Carrefour quoi qu'il vous arrive dans la vie. C'est formidable. Donc je pense que oui, ils sont quand même, voilà, ils regardent ce qui se passe et ils proposent des choses. Donc ils vont proposer leurs assurances les uns après les autres. Pardon. Donc là, c'est une assurance. Eux, Carrefour, ils proposent une assurance. Oui, mais ma question, c'était surtout par rapport aux cotisations qui pourraient être faites directement au niveau de l'entreprise pour la sécurité sociale alimentaire. Donc, au niveau des entreprises de manière globale? Non, mais je suppose que pour l'instant, il n'y a peut-être pas grand-chose du tout, mais est-ce que c'est... Moi, j'avais compris avant que le but, c'était quand même que ça rentre dans les cotisations, en fait. Oui. Et où ça en est, ou est-ce qu'il n'y a rien pour l'instant par rapport à ça? Pour le moment, en fait, comme on n'est pas sur... On a des expérimentations où, en effet, ça va être de l'argent des cotisations des personnes, donc qui, de manière volontaire, vont donner une petite somme, mais parfois moins que ce qu'elles récupèrent. C'est complété par des sous de fondation, par des sous de collectivité. Voilà comment ça fonctionne aujourd'hui pour arriver à expérimenter. Donc le collectif, il demande une loi pour généraliser les expérimentations, pour qu'on puisse passer sur un autre modèle. Parce que là, à chaque fois, c'était compliqué, en effet, de se dire, telle entreprise, voilà, pour arriver à avoir tout le monde par rapport à là où travaille la personne, etc. Donc il faut voir comment on peut faire ça. Après, oui, c'est très compliqué, on est en pleine bataille de la Sécu à nouveau. Quand on a Guillaume Garot, je vous en ai parlé par rapport à cette loi de lutte contre le gaspillage alimentaire, donc vous avez bien compris, j'avais pas grande confiance en lui, qui propose de mettre en place des territoires zéro faim en vue de la mise en œuvre d'une sécurité sociale de l'alimentation. Moi, j'ai les warnings. Je me dis, ils essayent juste de complètement détourner le projet, tout comme voilà, pour créer un nouveau business. Donc il faut être très attentif aussi à pourquoi ces piliers, pourquoi le collectif, une charte, toute cette dynamique qui est importante pour arriver à faire en sorte que le projet ne soit pas dévoyé avant de voir le jour. Donc après, sur les partis politiques qui soutiennent, je dirais que même entre eux, ils ne sont pas forcément tous d'accord, mais globalement, il y a un intérêt d'Europe Écologie Les Verts, des Insoumis, du Parti communiste. Et après, pour les autres, plutôt pour la droite ou le centre, c'est pas du tout dans leur feuille de route. On parle, voilà, pour les macronistes, eux, ils sont vraiment dans l'ethnocide paysan, c'est-à-dire on en a 480 000, eux, leur objectif, c'est de passer à 200 000 et de leur faire de l'énergie, c'est plus un secret, ils ont sorti leur loi d'orientation agricole. Donc du coup, quand on lit ça, on comprend bien que c'est pas leur sujet, c'est pas leur ligne, et que tout ce qu'ils pourront nous raconter, c'est pas vrai. Quand ils nous disent qu'ils veulent qu'on mange mieux, mais qu'ils encouragent les agriculteurs à faire de l'énergie, on se dit, mais qui va produire à manger? Alors, c'est complètement absurde comme raisonnement. Donc voilà, du coup,
Oui, je pense que là, il y a l'engagement de chacun aussi sur son territoire, auprès de ses connaissances, pour mieux faire connaître le projet, parce qu'en plus, il y a plein de désinformations sur le projet de sécurité sociale de l'alimentation. Il y a un travail très très fort qui est fait dessus, comme quoi ça crée... Alors pour certains, c'est juste une amélioration de l'aide alimentaire, alors que pas du tout, ou c'est contre l'aide alimentaire, alors que pas du tout. On dit que l'aide alimentaire doit rester une aide d'urgence pour des situations urgentes, et qu'on doit mettre en place le droit à l'alimentation sur le territoire, et on propose de se saisir, comme la France en a la possibilité, de la sécurité sociale telle qu'on la connaît. Donc voilà, on est dans toutes ces tensions-là où à chaque fois il faut aller décrypter, chercher l'information, comprendre. Il y a des enjeux très forts, il y a beaucoup d'argent. L'agro-industrie n'est pas du tout, je pense, en phase avec ce projet-là. Moi, je me dis intuitivement, au début, ils nous ont laissé faire en se disant, comme moi je me le suis dit d'ailleurs, que de toute façon, quand on voit qui c'est qu'il y a dans le collectif, en 3 ans, ils s'engueulent et c'est plié. Sauf qu'il se passe quelque chose de fort. Non seulement on ne s'engueule pas, mais on a de plus en plus de plaisir à se retrouver, à travailler ensemble, et qu'il y a de plus en plus de groupes de travail qui produisent des choses conséquentes. Donc c'est déjà en train de se mener, et on le voit avec la proposition de Garot et tous les échanges qu'il peut y avoir autour de ces projets-là. Et du coup, je vous invite à faire attention à ne pas parler de sécurité sociale alimentaire, mais bien sécurité sociale de l'alimentation, parce que la sécurité alimentaire, c'est ce qui fait qu'on se contente de donner tant de calories aux personnes pour qu'elles aient à manger, et on ne va pas plus loin que ça. Et du coup, ce projet, en fait, la récupération qu'en est faite, parle souvent de sécurité sociale alimentaire, qui du coup vient dire autre chose que la sécurité sociale de l'alimentation. Donc voilà pourquoi nous, on prend le temps dans le collectif à chaque fois de décliner l'ensemble des termes. Ah, quand même. Je pensais que tu dormais, Annie. J'étais inquiet. Non, ça va être une question de détail. Simplement savoir comment a été déterminée cette somme de 150 € par mois et sur quelle base, enfin, par rapport la réflexion qui a mené à ça. C'est par rapport aux travaux de Nicole Darmon, qui est nutritionniste et chercheuse de l'INRAE, et qui du coup avait quantifié, et c'était avant l'inflation, peut-être même faudrait qu'on évalue à plus, le prix d'un repas équilibré, la somme dont on avait besoin par jour pour se nourrir correctement. Et donc c'est cette somme-là qu'on a multipliée par le nombre de jours pour arriver à 150 €. Ça fait 5 €. Hein? 5 € Ouais. Et donc, on peut équilibrer avec 5 € par jour? Alors, disons que pour des personnes pour qui il y a, on va dire, 50 € par mois, hein, pour certains, du coup, on change complètement la donne. Après, c'est l'idée d'un point de départ. C'est pas non plus l'idée de couvrir toutes les dépenses et toute l'alimentation. C'est une partie consacrée. Peut-être que dans l'avenir, ça pourra augmenter. Et nous, c'était notre point de départ pour débuter. Peut-être que les réflexions qu'il peut y avoir dessus sur les besoins quotidiens peuvent permettre en fait d'aller au-delà de ce chiffre-là. Nous, on est partis sur ce premier point de départ. Il y en a qui partent, la plupart des expérimentations, elles se font avec 100 €. Par exemple, à Montpellier, c'est ce qu'ils ont choisi de donner aux personnes. 100 € qui sont convertis en MONA, la monnaie locale alimentaire. Donc voilà, c'est un point de départ, mais en effet c'est en débat, parce que moi ce dont je vous parle, ça ne m'appartient pas, ça nous appartient à tous, et du coup si quelqu'un vient vous dire la sécurité sociale de l'alimentation ça va être ça, on peut déjà se poser des questions, parce que on n'est plus dans le cadre démocratique. Donc l'intérêt c'est aussi de pouvoir se poser ces questions-là collectivement, et ça peut être aussi un très bon groupe de travail de dire et je trouve qu'on manque de données là-dessus, combien on dépense chacun réellement pour la nourriture, où est-ce que ça va chaque mois selon là où on vit, on ne le sait pas trop finalement. Pour donner un petit clin d'œil positif sur notre territoire, dimanche dernier, je crois, au Festival de la Chevêche,
Il y avait Mathieu Dalmet qui a fait un parcours dans la Confédération paysanne, qui était salarié de la Confédération, qui a fait un peu un parcours similaire à ce que tu as fait, tu présentes ce soir, qui a fait une conférence sur la sécurité sociale de l'alimentation. Il y avait près de 200 personnes, donc ça se passait à Nontron il y a une semaine. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil positif. Il y a des gens qui s'intéressent beaucoup au sujet. Voilà, ça ne veut pas dire que ça démarre, mais ça commence par ça. Si on ne peut pas infiltrer dans l'éducation nationale, mais on peut peut-être éduquer d'une autre façon par les maisons familiales ou par d'autres essais dans les écoles. Il y a aussi des gens qui recherchent et qui seraient peut-être prêts à réfléchir dans ce sens-là. Oui, on va voir. Parce que c'est les jeunes quand même, il faut... Bien sûr. Et donc la question des cantines n'est pas éludée. Il y a des expérimentations de caisses qui se lancent sur la ville de Paris, sur 3 arrondissements, et du coup de voir comment certaines caisses des écoles peuvent aussi y prendre part. Donc oui, il faut qu'on réfléchisse tout ça, la restauration collective et la nourriture des enfants, c'est central. C'est trop d'argent pour une insatisfaction assez grande hein, quand même, quand on voit les assiettes des petits, quoi. Des petits ou des personnes âgées. Enfin, là où on a le plus besoin de bien manger, bah, c'est là où on nous nourrit le plus mal. Donc c'est assez interpellant aussi. Oui, je vois peut-être une récupération qui peut se faire, notamment Carrefour, puisque vous évoquez Carrefour. Je vois très bien faire Carrefour et puis la droite, le monde capitaliste qui voudrait récupérer ça, en condition évidemment que parmi les achats, 150 €, ça irait à des groupes mondiaux, c'est-à-dire Danone, Nestlé, Unilever, voilà. Mais je comprends que votre projet aussi, c'est que c'est un volet aussi local, agriculture, voilà. C'est là où le problème va se faire par rapport au monde actuel, on va dire. C'est ça, le projet est vraiment de socialiser l'alimentation, la sortir du marché. Voilà, comme on a socialisé la santé. Encore quelques questions? Vous êtes fatigué. L'intervenante pas du tout, mais vous êtes fatigué. C'est assez affligeant, mais c'est comme ça. Bien, mais écoutez, d'abord, moi je tiens à remercier Bénédicte pour tout ce qu'elle vient de dénoncer et toutes les réponses qu'elle vient de vous donner. Je pense qu'effectivement, on sent un message assez... je dirais plus que optimiste, constructif, quoi. Il y a des choses, il y a du boulot devant nous, il y a donc des projets. Bon, il est clair que sur le territoire charentais, on va peut-être falloir s'y atteler, hein, parce que bon, Bordeaux, c'est notre grande capitale, mais on est sur un territoire qui est tellement vaste. Hein, au nord, on voit la Loire, et au sud, on est à Fontarabie. On est plus grand que le Benelux, enfin bon, ça ressemble à rien. Donc si on se limite à Bordeaux, ben, on pensera encore pour les vilains petits canards ici. Bon, je pense qu'il y a des axes de réflexion, il y a comment dire, un canevas qui existe, il y a des expériences dont il faut s'inspirer, et puis je pense qu'effectivement, il y a en tout cas un ou des beaux projets qui peuvent être initiés à différents niveaux, que ce soit des communes ou des territoires, et ça peut être très intéressant. Bien, mais écoutez, de toute façon, il faut qu'on libère à un moment les locaux. Je vous remercie bien sûr toutes et tous. Bon, merci Béné. Merci beaucoup. Merci à Noam d'être un conférencier en paix pour ses débuts dans la carrière. Bon retour dans le 93. Et puis, bon, nous avons quelques ouvrages de Bénédicte, La France qui a faim, à la vente là-bas derrière Agnès, je ne sais pas trop où à l'entrée. Donc n'hésitez pas, rien que le petit passage qu'elle nous a lu en ouverture de la conférence était assez saisissant. Donc je pense que ça mérite d'être dans vos bibliothèques. Bon, bonsoir à tous.